Alors, si la notion de financement, ça renvoie assez généralement aux établissements bancaires, il faut aussi qu'on évoque l'entraide familiale. Évidemment, c'est un sujet, on va en parler avec vous, Mathilde. Par exemple, des parents qui procèdent à une avance de fonds à un enfant pour une acquisition immobilière. Alors, c'est souvent informel, mais j'imagine qu'il y a quand même quelques règles à respecter. Première question d'abord, lorsque des parents font l'avance de fonds à un enfant, comment être certain qu'il s'agit d'un prêt ? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les actes de prêt entre proches ou proches parents est un acte assez courant d'entraide familiale. Oui. Et derrière l'acte apparent de prêt se cache parfois des libéralités, une donation rapportable. Et lorsque les parents prêteurs vont décéder, eh bien, les cohéritiers et l'administration fiscale vont être tentés de faire requalifier l'acte apparent de prêt en donation déguisée. Alors pour ça, ils vont évidemment être tenus d'apporter la preuve par tout moyen que l'acte apparent n'est pas conforme à la réalité, qu'il y a une simulation entre les parties. Donc vous allez évidemment nous donner des précautions qu'il faut prendre pour éviter ce risque de requalification. Tout à fait. Alors il y a plusieurs précautions. La première à laquelle on pense, ce serait de rédiger un écrit dans lequel les parties encadreraient le prêt consenti. On enregistrera cet écrit auprès de l'administration fiscale, ce qui permettra d'écarter l'intention libérale, c'est-à-dire qu'on comprendra bien que le parent qui a prêté ne souhaite pas se dessaisir irrévocablement. Et puis, on va aussi inviter les parties à verser les fonds en utilisant des moyens qui permettent de déterminer l'origine et la destination. Donc la petite valise noire, non. Non, on va éviter en tout cas si on veut éviter toute requalification. Et puis, in fine, peut-être aussi inviter les parties à prévoir les modalités de remboursement dans l'acte et de les respecter. Donc ça part toujours d'un esprit d'entraide et donc cet arrangement conduit à exclure assez souvent tout calcul d'intérêt, forcément. Est-ce que ça peut être perçu là comme une donation déguisée dans ces cas-là ? Alors, la première chose à savoir, c'est qu'on n'est pas obligé d'assortir un prêt de paiement d'intérêt. C'est pas une condition de validité de notre acte de prêt. Maintenant, il est légitime de se demander si l'avantage que procure le prêt sans intérêt c'est en tout cas une libéralité. Est une libéralité, tout à fait. Et le professeur Grimaldi nous dit que non. Il nous dit que le prêt consenti sans intérêt n'est pas une libéralité et il explique que la perte évitée par l'enfant emprunteur n'est pas un enrichissement en tant que tel et que le gain manqué de la part des parents prêteurs n'est pas davantage un appauvrissement. C'est quand même difficile en même temps de nier qu'il s'il n'y a pas d'intérêt, il y a avantage direct. Alors oui, tout à fait. Mais pour qu'un avantage indirect soit qualifié de libéralité, il faut deux éléments. Il faut d'abord une intention libérale, on parle de l'élément intentionnel, et puis de l'autre côté, il faut un appauvrissement de la part du parent qui a prêté, l'élément matériel. Et donc, si dans ce cas, on ne peut pas nier qu'effectivement l'enfant a un avantage, s'enrichit quelque part puisqu'il ne paie pas d'intérêt et que le parent manque à revenu potentiel, on peut se demander si ça constitue en soi un appauvrissement. De celui qui prête. Voilà. Nous pensons que non. Et le professeur Grimaldi, en ce sens, explique que dans les règlements familiaux, il n'y a pas de prise en compte des fruits virtuels. Et classiquement, dans un prêt familial, on est plus dans le cas de prêt de fruits virtuels que de fruits effectifs. Si on écarte le critère matériel, est-ce qu'on ne peut pas constater un élément intentionnel quand même ? Alors non, puisque l'obligation de remboursement exclut la qualification de libéralité et d'éléments intentionnels. Et puis, il n'y a pas d'intention de se dépouiller de son argent. Tout à fait. Le parent attend un remboursement finalement. Et puis, il n'y a qu'une disposition accessoire qui vient différencier notre prêt familial d'un prêt consenti par un professionnel, c'est que le parent qui prête ne cherche pas de profit. Voilà, il ne cherche pas de profit, tout à fait. Et dans le cas où un prêt consenti dans le cadre familial n'est pas remboursé au décès du prêteur, parce que ça peut arriver, comment est-ce qu'on règle cette situation au moment de la succession ? Alors très concrètement, on va constater la créance que doit l'enfant à la succession. Donc, il va être tenu de son obligation. Mais ce qui est plus problématique dans ce genre de situation, c'est la notion de prescription. Puisque passé l'écoulement d'un délai, on ne peut plus réclamer l'exécution d'une obligation. Donc, dans notre cas, on ne peut plus réclamer le remboursement des sommes. Et donc, dans le prêt, le délai de prescription, c'est le délai de droit commun qui est de 5 ans, conformément à l'article 2224 du Code civil. Donc, il faut déterminer un point de départ. Voilà. Et donc, après, toute la question, c'est de savoir quand est-ce qu'on fait partir ce délai de prescription de 5 ans.
ans. Et donc, c'est la date d'exigibilité de l'obligation de remboursement. Alors, parfois, les parties vont la prévoir, mais quand si elle n'est pas écrite, voilà, si elle n'est pas écrite, eh bien, nous, on considère que c'est la date de reconnaissance de dette. Et donc, si cet acte a été pris il y a plus de 5 ans, la dette est prescrite. Et donc, le créancier, dans notre cas, les héritiers, ne pourront pas exiger le remboursement. Donc, même si un écrit, ça semble un peu formel dans la sphère familiale, ça permet quand même de lever beaucoup d'ambiguïté et notamment celle de la date d'exigibilité, et ce qui permettra ensuite d'exiger le remboursement dans les délais impartis, je dirais. Let's go!